Alain, ce soir, le coup près est tombé. Vous assistez à votre dernière édition du journal local sur ATV Guyane, avant une pause d'une période indéfinie. Et pour marquer le coup, nous avons décidé de vous proposer un retour sur l'historique de votre chaîne, des interviews coup de cœur de la rédaction, un bon moyen pour vous de mieux connaître ceux qui, durant cette dernière saison, ont assuré votre information. Et pour finir, la nouvelle aventure dans laquelle ces journalistes passionnés ont décidé de se lancer. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous avoir apporté votre confiance pour la dernière fois. Commençons immédiatement ce journal. Je vous propose de commencer avec un retour aux sources, car comme le dit si bien l'adage, le passé est une rampe de lancement vers l'avenir. Et pour nous accompagner dans cette première incursion, je vous propose d'échanger avec Jonathan Lariot, journaliste historique de la chaîne. Historique peut-être pas, non. Mais... Bonsoir, monsieur Lariot. Bonsoir, Christophe. Pourquoi est-ce qu'il était important pour vous de participer à ce dernier journal? En fait, c'est hier, en voyant donc cette vidéo que vous avez partagée sur les réseaux sociaux, pour parler justement de cette dernière édition, ce dernier moment en fait, dans ce bâtiment qui a tellement d'histoire, tellement que je me suis dit, c'est pas possible en fait de ne rien dire, de ne pas venir, de ne pas partager ces choses qu'on a vécues, que j'ai vécues, parce qu'au final j'ai été ici depuis ATG à l'époque, donc je me suis dit non, il faut que je puisse venir dire le grand bien que m'a fait cette chaîne, le grand bien que m'a apporté cette chaîne en fait. Justement, qu'est-ce que cette expérience vous a apporté? Wow. Énormément de choses en fait. Il faut savoir que moi quand je suis arrivé ici, je n'étais pas du tout journaliste en fait. À la base on m'avait retenu à cause de mes affinités au cadre, c'est-à-dire à la caméra, donc on me trouvait bon. Au final, de fil en aiguille, on avait des formateurs du CFPJ, le Centre National de Journalisme, qui étaient là, qui m'ont un peu pris sous leur aile. Je suis tombé dans le journalisme, on va dire, bien heureusement. Et on va dire que ça m'a apporté tout ce que je sais aujourd'hui. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, j'ai pu piger, j'ai pu travailler pour des chaînes nationales, BFM, CNews, M6, TF1. C'était vraiment des choses que j'ai pu vivre grâce en fait à ATV, grâce au groupe Guyane Média. J'irai plus loin plutôt que de dire simplement ATV, mais grâce au groupe Guyane Média, grâce à cette initiative au final sur le territoire d'apporter une information différente que le service public, tout simplement. Et moi, je veux le dire, il y a des gens vraiment qui m'ont permis en fait d'être là. Je pense à Marc Ouachu, qui était directeur d'ATG Guyane quand je suis arrivé, qui m'a donné la chance. Vraiment, c'est vraiment ça. Je pense que s'il y a vraiment une chose que je dois vraiment me rappeler, c'est ce côté-là où, au final, on m'a donné l'opportunité, la chance, alors que je n'avais pas forcément toutes les armes, pas forcément tous les moyens ou le savoir-faire, d'intégrer cette chaîne, d'intégrer ce média qui, pour certains, paraît un fantasme absolu, où on se dit mais c'est impossible de rentrer dans la télé, c'est compliqué, c'est galère. Mais au final, on m'a donné cette chance et je remercie d'ailleurs ces gens qui m'ont donné cette chance parce qu'au final, aujourd'hui, ce que j'ai appris, la reconnaissance de mon travail est possible que parce qu'on m'a donné cette opportunité, quoi. Donc, justement, ces 4 années au sein d'ATV ont dû vous laisser beaucoup de souvenirs. Est-ce qu'il y en a un qui vous a marqué tout particulièrement? C'est très très dur, hein, c'est très difficile. très dur. C'est vraiment, waouh, c'est. Écoutez, je vais parler de 2 souvenirs. Très rapidement. Et, le premier souvenir, c'était sous ATG. Je pense que certains de mes collaborateurs qui sont encore présents, enfin un de mes collaborateurs qui date de la même époque que moi, qui sont encore là aujourd'hui, s'en rappelleront peut-être. C'est un jour où il y a eu des coups de feu à la Coulée d'Or, donc juste à côté de Grant, et j'étais en congé. Alors j'étais pépère chez moi, en train de dormir et tout, tranquille. Et en fait on m'appelle, on me dit Jonathan, écoute, tout le monde est overbooké, on ne peut pas faire autrement, on est obligé de t'appeler. Est-ce que tu as une caméra? Est-ce que tu as quelque chose? À l'époque, j'avais ma propre caméra. Donc, il m'a dit, va sur place, fais-nous des images, ramène des images, quoi. Et je ne sais pas si tu te rends compte, ce moment où tu te dis, allez, il faut speeder, il faut y aller. Et là, tu te vois dans les films et tout, tu vois, tu te dis, allez, il faut speeder, il faut y aller, faut pas avoir peur, il faut pointer ta caméra parce que tu ne sais pas du tout ce qui se passe sur place. On t'a dit des coups de feu, tu n'en sais rien. Mais tu arrives, au final, je suis arrivé, j'ai pris des images, je suis revenu très rapidement à la rédaction. À l'époque, je me promenais en moto, donc c'était plus simple aussi pour circuler. Et avoir en fait cette information rapidement, parce que je me rappelle, Guyane Première n'était pas encore là quand je suis arrivé, donc au final, l'information elle est sortie avant. Donc c'était vraiment, vraiment quelque chose de fort. Et bien sûr, l'autre grand souvenir, c'est les mouvements sociaux. Je pense qu'on a tous, chacun, des souvenirs assez forts de tout ça, parce que je les ai vécus de 2 manières en tant que journaliste,
où je ne pouvais pas donner mon avis, je ne pouvais pas comment dire, me mettre sur le devant de la scène et dire voilà, je suis guyanais, je veux me battre, mais en même temps, au fond de moi, il y avait ce cri, parce que moi je viens de Saint-Laurent, je suis né ici, et en fait, vivre tout ça, comme ça, sur ces deux facettes, c'était très fort, puisqu'au final, c'était vivre ses convictions, mais vivre aussi son professionnalisme. Et je pense que c'est deux choses qui m'ont vachement inspiré, qui m'inspireront encore pour les années à venir, quoi. Merci beaucoup, Jonathan, d'avoir bien Merci voulu nous accompagner pour cette dernière. Continuons avec une incursion dans les origines de votre journal. Comment se construit-il? Je vous propose de découvrir ou de redécouvrir ce reportage signé Ayodele Germa. Il est 8h30. La rédaction se rassemble pour la première réunion de la journée. En fonction des actus du jour, les sujets sont choisis et dispatchés entre les journalistes qui commencent à passer quelques coups de fil histoire de fixer des rendez-vous avec les personnes ressources qui interviendront dans les reportages. Pas de temps à perdre, le terrain n'attend pas. Les journalistes se dirigent vers leur lieu de tournage respectif. Aujourd'hui, Pierre Tréfou couvre la conférence d'orientation de l'Académie de Guyane tenue par le recteur. Il en profite pour interviewer les syndicats de sorte à avoir plusieurs sons de cloche pour une information aussi complète que possible. Retour à la rédaction, sur les coups de 15h30, l'heure est au montage des sujets tournés dans la matinée, car les journalistes d'ATV Guyane ont une triple casquette, reporter d'images, rédacteur et monteur audiovisuel. C'est aussi le moment pour la présentatrice de faire quelques répétitions du journal qu'elle a rédigé au fil de la journée. 16h30, dernière réunion de la journée, entre le rédacteur en chef et la présentatrice pour établir le conducteur, c'est-à-dire l'ordre des sujets qui passeront dans le journal en fonction des thématiques. 18h, Chrysler Phillips passe au maquillage. L'ingénieur du son en profite pour lui installer son micro et son oreillette. 18h45, l'heure des premiers titres du journal. Attention, 3, 2, 1, plateau. Et plus que 40 minutes avant la fin d'une journée de travail à la rédaction d'ATV Guyane. Deuxième invité de notre édition spéciale, Jean-Paul Lepelletier, président historique du groupe ATG. Bonsoir Monsieur Lepelletier. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous en prie. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu les débuts de cette télé? Alors, il nous faut remonter quelques années en arrière. Ça me fait d'ailleurs une certaine forme d'émotion que de revenir ici. Ça faisait un petit moment que je n'étais pas revenu vous voir. En fait, l'idée de la création de ce qui s'appelait à l'époque Antenne Télé Guyane et même Antenne Guyane, on n'avait pas pu garder le nom parce qu'il y avait Antenne Télé Réunion qui nous avait demandé Antenne Réunion qui nous avait demandé de changer le nom à l'époque. Donc c'est en fait d'abord une volonté d'un certain nombre de Guyanais, une dizaine, pour la plupart des chefs d'entreprise, mais pas seulement, qui avaient voulu donc courir l'aventure de répondre à un appel d'offres du CSA pour l'émission d'une deuxième chaîne de télévision privée en Guyane. Et notre objectif était principalement de mettre à disposition donc, des Guyanaises et des Guyanais donc une nouvelle ligne directrice, une nouvelle possibilité d'avoir des commentaires sur l'information. Voilà, c'était une aventure et effectivement, elle a été difficile à tenir. Justement, quelles ont été les difficultés que vous avez rencontrées durant cette aventure? Écoutez, les principales difficultés sont, je crois, celles que vous rencontrez encore aujourd'hui. Alors, pour être clair, faire de la télévision sur un petit territoire comme celui de la Guyane, c'est sûrement d'abord une volonté de quelques personnes, mais d'abord et avant tout une question d'argent. Et cette question d'argent donc n'a pas permis à l'équipe que je dirigeais au début donc d'aller jusqu'au bout de son projet. Il y a eu des divergences, et celles-là, je ne vais pas non plus les nier ou les oublier, des divergences dans cette équipe à un moment donné, pour pouvoir en particulier continuer à financer les coûts de production, notamment d'une grille qui était riche à l'époque, riche d'émissions locales, puisque c'était effectivement ce qu'on souhaitait faire. Donc pour continuer ça, il fallait de l'argent, et pour trouver cet argent-là, ça n'a pas été toujours facile. À partir de demain, l'information guyanaise sera fille unique. Quelle situation, quel sentiment cette situation éveille en vous? Bon, je vais vous parler très franchement, je suis venu pour cela. Moi, ça éveille d'abord un sentiment personnel d'échec, mais enfin celui-là, je le vis depuis maintenant 5 ans, même si n'étant plus
donc actionnaire, ni même personne de référence de la télévision locale, j'avais suivi de près les efforts de la nouvelle équipe, en particulier de Jean-Michel Egésip. Il faut citer son nom, qui nous a quittés il n'y a pas très longtemps, pour essayer de faire survivre une télévision privée en Guyane en associant des antennes de Martinique et de la Guadeloupe, ce sur quoi personnellement je n'ai pas toujours été d'accord. Merci beaucoup d'avoir répondu à ces questions et à notre invitation. Je vous en prie, et je vais juste dire un petit mot pour que les choses soient très très claires. Je ne veux pas être trop pessimiste, mais il est vrai qu'une télévision qui n'a pas de rédaction, une télévision qui n'a pas d'information locale, une télévision qui veut toucher des Guyanais pour leur donner des choses et qui ne fait pas de production locale, ça ne sera jamais une télévision. Les propriétaires actuels d'antennes d'ATV Martinique, il faut bien dire les choses, ont promis de vous permettre de redémarrer à partir de l'année prochaine. Très franchement, je pense que ça sera difficile et j'espère pour vous que vous réussirez dans votre projet de Morédac. Merci, Monsieur Lepelletier. Je vous en prie. Nous avons posé la même question à la population guyanaise. Comment ressent-elle la disparition de la chaîne privée guyanaise? Elles ont répondu au micro d'Ayodele Germa. Moi, là, je pense que ça va être malheureux pour la Guyane. Parce que ATV a fait beaucoup de choses pour les jeunes et tout. Et comme, même moi, je suis passé sur ATV par rapport à une émission qu'ils ont faite, que j'avais des jeunes que je m'occupais d'eux, clair. Je trouve que c'est dommage. C'est dommage. Après, bon, comme vous avez dit, c'est momentanément. Donc c'est pour une courte durée. J'espère que vous allez revenir très bientôt, puisque depuis la reprise, puisqu'il y a une reprise d'un échange, les gens ont leurs habitudes à eux. Donc ils écoutent et regardent tous les jours. Ce n'est pas une bonne chose pour la pluralité de l'information. Mais en tant que média, je pense que ce soit la télé, on a l'heure de l'Internet, mais il faut rester les pieds sur terre. Après, charge à ATG de démontrer qu'ils ont encore la place dans le monde de l'information locale. C'est dommage puisque ça génère aussi beaucoup d'informations au niveau des activités locales. Et que malheureusement, on n'aura qu'une alternative et pas deux ou d'autres. Au revoir à tous les gars qui travaillent là-bas. Ça va être très triste. Même moi, j'ai la chair de poule quand je vous parle. C'est très triste. Bon, je vais dire au revoir. Bon, comme on dit, toute chose, il y a une fin. Bon, j'espère que ça va peut-être, les gens qui s'en occupent et les gens qui ont des sous vont peut-être donner des subventions ou des trucs quelconques pour ouvrir. C'est ce qui manque. Ceux qui ont d'argent ne donnent pas. Je souhaite que ça reste. Je souhaite. Parce que j'aime bien ATV. Je vous ai dit ça. Et si vous partez, qu'est-ce que je peux dire? Au revoir et retournez-nous vite. Je sais pas moi. À très bientôt surtout. C'est pas de revoir. Jamais de revoir parce qu'elles allaient revenir. C'est surtout à bientôt. Refermons le chapitre du passé de la chaîne pour nous concentrer sur son présent avec, pour la première fois, des reportages ayant un lien intime avec l'histoire de chacun des journalistes composant la rédaction. Nous allons débuter avec Gaël Oassim, qui a rejoint l'équipe en septembre dernier, changeant complètement de voie après une carrière prometteuse dans le domaine du commerce. Bonsoir Gaël. Bonsoir Christophe. Votre sujet coup de cœur, donc vous allez nous présenter dans quelques instants, met en scène un jeune entrepreneur qui a fait le choix de revenir en Guyane. Pourquoi ce choix ? C'était pour mettre en lumière la jeunesse guyanaise, qui est dotée d'un potentiel énorme que personne ne surestime en tout cas. Et on sait parler des choses négatives, mais il faut aussi parler des choses positives. Et c'est pour ça que j'ai fait le sujet. Vous êtes un autodidacte qui, après avoir changé de voie, a fait de sa passion son métier. Pouvez-vous nous parler un petit peu de votre profil ? Oui, bien sûr. Écoutez, j'ai tout quitté, comme vous l'avez dit. J'ai fait une reconversion professionnelle parce que j'étais attiré par le journalisme depuis mes débuts universitaires. Et de fil en aiguille, comme tu as dit, la passion a pris le pas sur le métier. Donc je viens avec le sourire au travail. Quel est le meilleur souvenir que vous garderez de votre expérience au sein d'ATV Guyane ? Outre la cohésion de l'équipe, le contact avec la population, c'est vraiment le fait de redécouvrir mon pays, parce qu'on est trop souvent cayeno-centré en termes d'information, et parcourir tout le littoral, et je n'ai pas fait le Maroni malheureusement, mais a été vraiment une joie énorme pour ma part. Une joie que je vous propose de découvrir dans ce dernier sujet tourné par Gaël Oassim. Revenir en Guyane et entreprendre, deux choix qui, de prime abord, peuvent sembler difficiles à faire. Joanne Demba
à la tête de la société Prime Studio, évoque les raisons de son changement de carrière. J'ai fait 3 ans chez Free en métropole, donc en tant que technicien réseau. Et durant ces 3 ans, c'était une belle expérience, si on peut dire. Mais durant ces 3 ans, je trouvais que le travail de salarié ou l'effort qu'on fournissait en tant que salarié n'était pas assez valorisé. Et j'ai trouvé ça frustrant, ce manque de reconnaissance. Du coup, ça a été, je pense, ce déclic, cette frustration en tant que salarié. Et peut-être qu'au fond de moi, je savais que je ne voulais pas être salarié toute ma vie. Ce parcours, des plus atypiques, l'a conduit à se spécialiser dans le digital. Une voie teintée de passion, mais saupoudrée d'une touche de hasard. Le digital, parce que ça m'a toujours passionné, concrètement. Je ne savais pas exactement ce que le digital, c'est vaste. Je ne savais pas ce que je voulais faire exactement, développeur d'applications, je ne sais pas, être plus dans le marketing. Et le web, parce que ça m'a happé par hasard. Le choix de venir s'installer en Guyane pour Johan et son associé s'explique par l'énergie qu'ils ont ressentie émanant de notre territoire, même si ce choix n'a pas été sans difficulté. Je pensais que c'était le bon moment, concrètement. Le moment où on a pris cette décision, donc savoir que dans Prime Studio, on est 2, donc moi et mon associé. On a pris cette décision, c'était une période où on sentait que les choses évoluaient en Guyane, que les gens avaient à cœur enfin peut-être pas à cœur, les gens voulaient, essayaient, faisaient l'effort de communiquer autrement. C'était difficile, je dirais, au début, normal comme toute chose qui démarre. Et le fait qu'en Guyane, tout fonctionne énormément par réseau, peut-être comme partout, mais on s'en rend plus compte ici parce que c'est plus petit, je dirais, tout simplement. Et donc au début, c'était difficile, le temps de se faire connaître, faire un réseau, rencontrer des gens. Mais oui, du coup, cette impression s'est confirmée. On a de plus en plus de nos clients qui ont à cœur de communiquer autrement, qui comprennent l'intérêt du web, tout simplement. Heureusement, les créateurs de Prime Studio ont pu réaliser qu'ils n'étaient pas les seuls à se lancer dans l'aventure de l'entrepreneuriat en Guyane. Parce que j'ai eu l'agréable surprise de rencontrer beaucoup de personnes intéressantes, donc de me dire que, enfin de voir, de constater que c'était pas un phénomène isolé, qu'il y a beaucoup de choses qui se font. Il y a beaucoup d'entreprises, d'entrepreneurs qui se lancent et qui veulent bien faire les choses. Créé dans le courant de l'année 2016, Prime Studio peut s'enorgueillir d'un beau CV qui laisse présager le meilleur dans les années à venir. Qui nous a apporté pas mal de visibilité, c'est la préfecture, le projet de transparence Outre-mer. C'est celui que je vois le plus récent. Après, chaque projet à son échelle, c'est celui qui a été le plus médiatisé. Donc je prendrai celui-là en premier, mais chaque projet à son échelle nous permet d'être un peu plus à chaque fois reconnu. Parce que comme je disais, en Guyane, c'est un réseau assez étroit. Donc forcément, quelle que soit la personne pour qui on travaille, que ce soit une collectivité, une entreprise ou un jeune entrepreneur, une jeune start-up, nous permet d'accroître notre visibilité. Parce que le bouche-à-oreille fonctionne encore mieux qu'ailleurs, je pense, ici. Pour mon dernier sujet, j'ai tenu à présenter un profil comme on en voit rarement. Un jeune Guyanais qui se lance et emprunte la voie de la réussite. Le deuxième journaliste à se prêter à l'exercice est Pierre Tréfou. Arrivé en Guyane en septembre dernier pour renforcer les équipes, il a décidé de rester avec nous pour assurer l'information malgré la fermeture de la rédaction. Bonsoir Pierre. Bonsoir Christophe. Vous avez fait le choix, un peu comme la personne que vous avez présentée dans votre reportage, d'apporter votre savoir-faire en Guyane. Qu'est-ce qui a motivé votre choix en matière de destination? Eh ben, un peu comme le portrait que j'ai fait de Arthur, c'était un peu par hasard que je suis arrivé en Guyane. Je travaillais à Paris depuis quelques années et voilà, j'avais un peu envie de changer d'air, de changer d'univers. Du coup, il y a eu une offre qui s'est présentée en Guyane, j'ai postulé, j'ai été pris et voilà, j'ai découvert la Guyane pendant toute cette année. Quel meilleur souvenir garderez-vous de votre expérience guyanaise? Surtout l'accueil qui a été fait ici au sein même de cette rédaction, qui a été très très bon. Et même du pays, les Guyanais sont très accueillants et ça a été très facile pour moi de faire des sujets. J'en ai fait plein. Vraiment, si je devais en choisir un, ce serait très compliqué pour moi parce que j'ai fait l'arrivée d'un président, j'ai fait des survols en avion pour explorer la faune et la flore guyanaise, des sujets sur l'orpaillage illégal. La Guyane a beaucoup de problématiques, beaucoup de sujets. C'est un territoire qui est très très intéressant pour des journalistes. Justement, est-ce que c'est à cause de ça que vous avez décidé de rester malgré la fermeture du journal local? Oui, mais pas que, parce que je pense qu'il est important que, comme vous disiez tout à l'heure, que l'information guyanaise ne reste pas une fille unique, que l'information continue de circuler en Guyane. C'est très difficile parce qu'aujourd'hui, le paysage médiatique guyanais
On sent bien que ça peut basculer du jour au lendemain. Chaque média est touché de sa propre manière. Aujourd'hui, c'est nous. Peut-être que dans quelques mois, ce sera un autre média. Donc je pense qu'il faut garder une dynamique d'information en Guyane pour que les Guyanais restent informés et surtout sachent ce qui se passe dans leur propre territoire. Vous avez décidé de parler de l'hôpital pour votre dernier sujet. Pourquoi ce thème vous tient-il tant à cœur? Alors ça a été un sujet qu'on a beaucoup vu cette année, notamment à cause des conditions de travail des médecins urgentistes. 17 ont présenté leur démission. Pour moi, c'est un sujet important car la santé en Guyane, c'est très important. C'est un des grands déserts médicaux de la France. Il y a trop peu de médecins. Beaucoup de médecins partent de la Guyane parce que c'est difficile, parce qu'on ne leur donne pas des bonnes conditions pour travailler. Et je pense que dans cette période de vacances, on a tendance un peu à oublier ce genre de problème et qu'il ne faut pas oublier que dès septembre, on va retrouver un cas très problématique avec le char de Cayenne qui manque beaucoup de personnel. Merci beaucoup Pierre. Je vous en prie. Je propose d'aller à la rencontre du docteur Derour. Mégaphone à la main et en tête des cortèges, le docteur Arthur Derour a été l'un des chefs de file des médecins urgentistes cette année. À bout, ces praticiens ont dénoncé les conditions difficiles de travail à l'hôpital de Cayenne. En Guyane, il y a seulement 232 médecins pour 100 000 habitants. Venu faire son internat en Guyane il y a 7 ans, Arthur Derour a commencé par la pédiatrie, puis est passé par différents services médicaux en Guyane. Je suis venu là un peu par hasard. J'en avais marre de la pratique de la médecine en métropole, notamment liée à toutes les questions de fin de vie et la manière dont les familles finalement s'occupent aussi des grandes personnes. Et en tant que médecin urgentiste, je ne me voyais pas travailler dans les services d'urgence où très clairement la moyenne d'âge est très âgée en métropole, avec un peu des sentiments d'acharnement thérapeutique et de gens, une grande personne qui se retrouve aux urgences alors qu'elle pourrait peut-être être prise en charge dans d'autres conditions meilleures et pas se retrouver toute la nuit sur des brancards. Et donc très clairement, c'est pour ça que je suis venu pratiquer ici. Et puis aussi une volonté de me former aux maladies, on va dire tropicales, qui concerne quand même un bon nombre de consultations à Cayenne. Il y a un an, suite à des départs massifs, les médecins urgentistes ont alerté leur direction. Après une année de bataille, le 3 mai dernier, ils sont 17 sur 25 médecins urgentistes à présenter leur démission. Après avoir eu plusieurs réunions avec la direction de l'hôpital, la commission médicale d'établissement et l'agence régionale de la santé, ils arrivent à un protocole d'accord. Maintenant, ça fait plus de 10 jours qu'on a transmis des annotations et puis des corrections au protocole d'accord, qu'on a demandé des réunions et qu'on n'a toujours pas de réponse. Donc on se pose la question, on sait qu'on est en période de vacances, mais bon, je pense que c'est quand même un sujet suffisamment important pour que les choses avancent. Et autant entre le 20 et puis le 3 juillet, la période où on a posé nos démissions et où on a effectivement démissionné avant de re-signer, eh ben, les choses étaient un petit peu pressées, on nous forçait la main pour signer ce protocole d'accord. Et finalement, maintenant, parce qu'on travaille en même temps, donc ça nous a pris du temps de corriger, que tout le monde se mette d'accord sur qu'est-ce qu'on renvoyait comme correction. Et finalement, maintenant, on a un peu l'impression d'être confronté à un mur qui fait la sourde oreille et qui ne nous répond pas. Le 8 juillet dernier, le professeur Carly, président du Conseil national de l'urgence, est venu à la demande du ministère pour faire un état des lieux des urgences de Cayenne. En attendant un éventuel compte-rendu, les médecins démissionnaires ont re-signé un contrat pour une durée de 2 mois, pour ne pas se retrouver dans l'obligation de travailler si le protocole d'accord n'était pas signé. Pour Arthur Derour, la balle est dans le camp de la direction, mais il s'inquiète face à leur mutisme. Honneur aux dames à présent avec Ayo Delegerma, journaliste, reporter d'images et présentatrice. Elle a apporté une couleur culturelle au journal et bien éloignée de son Togo natal, elle s'est attachée à la Guyane et continuera d'œuvrer pour l'information locale. Bonsoir Ayo. Bonsoir Chryslaure. Vous avez décidé de présenter une artiste qui travaille le wax et qui est installée ici en Guyane. Quel est le lien entre son profil et le vôtre? Alors le lien, c'est que cette femme qui est française a décidé un jour d'aller vivre au Sénégal, où elle a vécu pendant quelques années. Elle a même gardé le nom de son mari par amour pour ce territoire et aussi par amour pour ce qu'elle a rencontré là-bas, le wax, qu'elle a d'ailleurs rapporté en Guyane. Donc cette femme qui est partie découvrir l'Afrique me rappelle beaucoup mon histoire à moi, qui est venue ça fait maintenant 7 ans
8 ans. En tout, ça fait une quinzaine d'années que je suis en France, qui est venue découvrir ce territoire, la Guyane, depuis 3 ans et que j'ai adopté et qui m'a adopté également. Donc, elle a vécu sur mon territoire, en Afrique, ce que je vis ici et je trouve ça merveilleux. Vous êtes donc venu vous installer en Guyane et ensuite intégrer la rédaction de l'ATV. Pour finalement un journal qui tire aujourd'hui sa référence, quel est votre sentiment ? Mon sentiment, c'est que ATV, ça a été une superbe école. Je suis triste, vraiment, parce que je suis arrivée ici presque 1 an ou 2 ans après la sortie de l'école de journalisme à Lille. Et j'avais envie de travailler, parce qu'au départ, on fait des piges, etc. Et puis, tout d'un coup, il y a une télé qui vous embauche et on travaille dans une télé. On est fiers déjà. Il y avait des hauts et des bas, etc. Mais on était content de découvrir un territoire et de pouvoir travailler dans une rédaction qui a eu beaucoup de visages, etc. Je suis triste de voir ATV refermer ses portes aujourd'hui sur ce malentendu financier, je veux dire. Donc j'espère vraiment que l'engagement des repreneurs de nous faire reprendre à partir de janvier ou de décembre, dans quelques mois, est un engagement ferme et qu'on va effectivement reprendre, que ce soit avec nous tous, avec de nouvelles personnes du territoire et qui puissent parler de ce qui se passe effectivement sur ce territoire. Alors, à l'aube de ce nouveau départ, de cette page qui se tourne, quel souvenir vous aura marqué de votre expérience ATVN ? Alors, le souvenir le plus marquant pour moi, c'était mars-avril 2017, comme pour Jonathan et comme pour beaucoup de Guyanais, énormément de Guyanais. On est fiers quand on voit ça. Même quand on vient de l'extérieur, on se dit c'est une belle chose qui se passe parce que toute une population se rassemble en oubliant ses différences, même s'il y a beaucoup de diversité qui est d'ailleurs une richesse sur le territoire. On se rassemble et on dit non à quelque chose, on dit oui à quelque chose de meilleur. Et moi, j'ai trouvé ça génial. J'étais très fière, vraiment. Merci beaucoup Ayodele pour ce témoignage. Et je vous propose donc de découvrir le portrait que vous avez choisi pour votre dernière. Il ne faut pas s'y tromper, le tissu africain a ses règles bien à lui. Pour réaliser un vêtement, la couleur a de l'importance, les motifs aussi. Si on prend ce tissu-là par exemple, où on a une pintade, faites attention à pour ne pas que la pintade soit renversée quand on coupe. Donc la première des choses qu'il faut savoir, c'est respecter la position comme disent les gens ici, la position des bêtes. Kumba Yuku a ouvert sa boutique de tissus africains depuis 2011. On trouve de tout ici. Des sacs, des colliers, des parures et surtout des vêtements, commandés par les clients et réalisés sur mesure. En cette fin d'année, la couturière double son chiffre d'affaires mensuel. Les fêtes de fin d'année, et il y a eu beaucoup de mariages en fin d'année. Aujourd'hui, les gens choisissent encore le tissu pour leur cérémonie. Et donc, ça se passe bien en fin d'année. Mieux que les autres périodes de l'année. Regarde comment ça c'est joli, ça j'aimerais que tu me fasses ça aussi. Ouais, mais après, chaque chose. Le tissu africain est souvent résumé sous le vocable de wax, venu de l'anglais, qui signifie la cire. Le textile en coton reçoit un cirage qui lui confère des propriétés hydrophobes. Le wax est un raccourci qui a du mal à passer auprès de cette passionnée. Ça, c'est Jeux Olympiques. Il y a plein d'autres tissus. Il y a le bazin, il y a le tie-and-dye, il y a le batik, il y a plein de tissus. Il y a le kita. Le wax a été mis en avant, mais il ne faut pas oublier les autres non plus. Là, j'ai été au Mali pour trouver des bogolans. J'en ai trouvé, peu, mais j'en ai trouvé. Il m'arrive de partir en Afrique pour trouver des tissus spécifiques parce que dans ma tête, j'ai envie de créer une ligne. Marie Diallo a ouvert cette boutique il y a une dizaine d'années. Avec 8 tonnes de tissus qu'elle importe chaque année de Hollande, mais aussi d'Afrique, elle propose à sa clientèle des styles variés et modernes. Pour elle, ce tissu est fait pour créer des vêtements qui touchent à l'émotionnel. Une association de couleurs peut vous surprendre désagréablement comme être un grand coup de cœur. Le choix d'un pagne pour un vêtement, d'un wax pour un vêtement, c'est vraiment un coup de cœur. C'est pas comme d'autres vêtements. Vous savez, on prend des vêtements parce que c'est la mode et on est déguisé. Parce qu'on ne l'a pas fait suivant son choix intime.
mais je ne suis pas déguisée parce qu'ils font partie intégrante de moi. Le jour où j'ai essayé d'aller porter un jean, l'ami qui m'a accompagnée m'a dit « Laisse tomber, c'est pas toi !» Bonsoir, ce n'est pas Chrysler, mais moi. Donc Chrysler, ce soir, vous êtes à la place de l'invité. Comment ça se passe pour vous? Écoutez, c'est un peu particulier, l'éclairage n'est pas le même. Mais bon, on l'a prouvé à plusieurs reprises, il faut savoir être polyvalent quand on travaille pour ATV Guyane, donc je me mets à l'aise. D'accord, sous la fée d'un rampe alors. Vous avez choisi donc pour cette dernière édition de présenter un reportage sur Saint-Laurent, Maroni Park. Pourquoi ce choix? Il faut savoir que je viens de Sinnamary. Donc quand j'ai intégré ATV Guyane, je l'ai dit tout de suite, à vous d'ailleurs, il faut qu'on parle des autres communes, il faut qu'on parle de l'intérieur, il faut qu'on parle de l'ouest, il faut qu'on parle de l'est. Et donc je suis sortie de ma zone de confort, j'étais à Saint-Laurent pour filmer ce joli sujet. Pourquoi Saint-Laurent particulièrement? Parce que ça me permettait de partir, vraiment de m'éloigner, de ne pas rester dans le bassin littoral, centré littoral. On a pris la route avec des amis, j'ai trouvé cette animation exceptionnelle et je me suis dit pourquoi pas venir et revenir avec des images pour en parler dans le journal. Parlons un peu de vous. Donc, vous avez été formé en France, vous avez travaillé dans beaucoup de rédactions, de grandes rédactions en France. Pourquoi ce choix de revenir ici en Guyane? Gaël l'a évoqué tout à l'heure, je pense qu'il est important que les Guyanais, quand ils partent s'enrichir, apprendre, s'éduquer, reviennent rapporter le fruit de leur travail chez eux pour enrichir le pays. Donc oui, j'ai travaillé dans de grandes rédactions, mais celle qui m'a le plus touchée restera celle d'ATV Guyane. Pourquoi? Parce que l'équipe est géniale, on a dû apprendre à bricoler, on a été obligé d'être un petit peu polyvalent. Quand je suis arrivée ici, je ne savais pas tourner, je ne savais pas monter. Mes collègues ont eu la patience et la générosité de bien vouloir me l'enseigner. Donc je vais me répéter, mais c'était une formidable école pour tout le monde ici. Faire tenir un journal à 5, c'est quand même une belle épreuve de force. Quel souvenir vous allez garder donc, de votre passage ici à TV Guyane? Mon Dieu, je vais sembler un petit peu moins généreuse et héroïque que mes amis, parce que le bon souvenir, en fait, c'est le petit calme à la tempête avant le début du direct, quand je suis dans ma loge avec Carla, ma maquilleuse, Boris, l'ingénieur du son, et qu'on se calme, qu'on essaie d'arriver de façon sereine devant la caméra, parce que ça reste du direct, ça reste un peu stressant. Donc voilà, c'est ce petit moment à part, ce volet au temps, qui restera un de mes souvenirs préférés, mais il y en a plein. D'accord. Merci beaucoup, Chrysler. Nous allons maintenant regarder donc, ce reportage sur le Maroni Park. À tout de suite. Merci, Caroline. Saint-Laurent a inauguré le Maroni Park, un parc d'attractions au bord du fleuve, une initiative portée par la mairie et les associations dans un seul but, offrir un lieu de villégiature et de rassemblement familial aux Saint-Laurentais et aux touristes de passage. Le Maroni Park, c'est un projet de village familial où les familles se retrouvent tout simplement entre eux avec leurs enfants et ça permet aussi de passer du temps avec son enfant. Voilà, et le voir différemment. Des fois, on a tendance, avec toutes les activités de la semaine, à déposer l'enfant dans un centre et on ne le voit pas grandir. Et là, c'est venir passer du moment avec cet enfant et profiter de tout cet espace. Et là, il y a 9 jeux, il y a 9 grands espaces. Un espace pour les grands, un espace pour les petits, il y a un espace DJ, il y a un espace détente à côté du fleuve. Et c'est vraiment passer du temps ensemble et c'est un peu ce qu'on voit. On voit un peu la couleur de Saint-Laurent. Je dirais ça comme un Colombo ou un bouillon d'Awara, mais c'est le déguster. Et aujourd'hui, on en profite pleinement. Le parc éphémère, qui est composé de jeux gonflables variés, est un véritable plaisir pour les jeunes vacanciers dont la sécurité est assurée par une dizaine de stagiaires en BAFA, des animateurs ainsi que des agents municipaux. Moi, je m'amuse. Puis il y a différentes activités, donc ça permet de ne pas faire la même chose à chaque fois. Et puis il y a certaines activités qu'on refait plusieurs fois. Celle qui m'a le plus plu, c'est le ventriglisse là-bas. Et les cartes, ça permet de passer de bonnes vacances. Je viens de Macoria. Je suis venue avec ma colonie pour s'amuser. J'ai passé un très bon moment. En plus, j'ai gagné un sac que j'ai donné à une amie. J'ai fait des châteaux gonflables. J'ai sauté vers des trampolines gonflables aussi. Et il y avait une sorte de toboggan d'eau qui était vraiment cool. Autre pivot de cette organisation, les associations de la ville qui contribuent en apportant leur savoir-faire, aussi bien sur le plan culinaire qu'artistique. C'est vraiment les associations qui prennent voilà, le rythme du site et qui l'animent. On a une association traditionnelle Bushinengue, on a une association amérindienne, on a une association guadeloupéenne d'ailleurs qui a ouvert le festival. Franchement, c'était au top, ils ont assuré, ils ont joué du gros cas, c'était top. Et on a une association créole, guyanais, en plus on aura à manger bientôt, donc je vous invite, toute la population guyanaise. Voilà, c'est les associations qui animent qui nous font la programmation.
Et l'idée, c'était voilà, de mettre toutes ces personnes au cœur de ce projet. Nous, la ville, on a mis en place le cadre. Il le fallait. Les Roches Bleues, c'est un espace qu'on connaît de ces festivals. Et aujourd'hui, le cadre, il est là. Et je remercie aussi tous les partenaires. Au sein de ce parc, on propose la restauration. Voilà, c'est tout ce qu'on propose et aussi des animations sur le podium. Donc, on a eu un groupe de danse qui a présenté une danse Hawassa et une danse africaine. D'habitude, pendant les vacances, les gens s'ennuient, il n'y a vraiment rien à Saint-Laurent-du-Maroni. Et avec ça, ça permet aux familles de sortir avec leurs enfants, de venir là et de s'amuser toute la journée, quoi. Et sur un mois, donc c'est vraiment bien. J'espère que ça va se poursuivre. Alors que cette animation gratuite était programmée pour le mois de juillet, les principaux concernés n'ont qu'un seul mot à la bouche, prolongation. Moi, je savais pas l'angonflable. Ça vous a beaucoup plu? Oui. Est-ce que vous voulez revenir? Si j'ai choisi ce reportage comme dernier sujet diffusé dans le journal d'ATV Guyane, c'est parce que j'ai à cœur de montrer les initiatives portées par toutes les communes de mon territoire, celles des savanes, de l'ouest et de l'est, et pas seulement celles du centre littoral. Merci. Je reprends ma place pour la troisième et dernière partie de cette ultime édition, le futur de la rédaction, qui, comme vous avez pu le constater, ne lâche rien. Nous avons décidé de créer un média alternatif, Le Temps de la Pause, Mourdac, qui via sa page Facebook vous informera sur l'actualité du territoire, mais aussi sur celle des Guyanais au national et à l'international. Ce média participatif est une forme de résistance au monopole de l'information qui menace la Guyane. Et notre rédacteur en chef, Caroline Alcide, nous présente un chiffre qui fait déjà notre fierté, 23 000. Bonsoir Caroline. Bonsoir Christophe. Pourquoi avoir choisi ce chiffre? Je choisis ce chiffre de 23 000 parce que je voulais surtout montrer en l'espace de quelques semaines à peine, nous avons réussi à toucher un maximum de personnes. Et avec, rien que sur Facebook, donc 23 000 personnes, et le chiffre il date d'il y a quelques jours. Donc c'est-à-dire qu'on a touché beaucoup de gens en peu de temps, donc c'est-à-dire qu'il y a la place pour d'autres médias ici en Guyane, contrairement à ce que certains d'autres laissent croire. Donc je pense qu'il y a de la place pour tout le monde, un média comme le nôtre, comme Guyane Première et comme Radio Pays. Vous avez été rédacteur en chef durant 2 ans et demi. Quelles ont été vos principales difficultés? Je ne parlerai pas de difficultés, mais je parlerai de challenge, de défis. Tous les soirs, on avait un rendez-vous précis à 19 h. En 2 ans et demi, si je me souviens bien, il y en a été en retard peut-être 1 ou 2 fois pour des raisons techniques, mais quasiment tous les soirs, on était là. Et c'était ça la difficulté, mais pas vraiment une difficulté, ça fait partie du métier, d'être présent tous les soirs, de fournir un journal donc, avec beaucoup de contenu, avec beaucoup d'informations aux Guyanais. Et c'est surtout ça ma fierté, donc d'avoir pu, malgré, vous avez vu défiler l'équipe ce soir, malgré la jeunesse de l'équipe, malgré le peu de moyens que nous avons, d'avoir pu tenir donc, la Grangée Haute et présenter un journal tous les soirs. Vous avez aussi travaillé pour France Guyane, vous avez été rédacteur en chef adjoint, quotidien qui rencontre aujourd'hui des difficultés. Est-ce qu'il est impossible pour un média privé de survivre en Guyane sans l'accompagnement de l'État? Bon, on va parler effectivement de la Guyane, mais je pense de manière générale, les médias rencontrent de par le monde donc, des difficultés, peut-être parce que des habitudes de lecture ou les gens s'informent de manière différente aujourd'hui. Mais plus particulièrement en Guyane, je pense qu'il est difficile, très difficile de survivre si on n'a pas l'argent qui vient du gouvernement. Je regarde l'autre média, mais c'est vrai que c'est compliqué. Ici, trouver des investisseurs qui souhaitent mettre de l'argent, parce que faire une télé en Guyane ou même ailleurs n'est pas chose aisée. Il faut investir, parfois à perte. Ceux qui étaient là avant investissent à perte. Mais il faut être là quand même, parce que je pense qu'il est nécessaire quand même d'avoir un deuxième, voire un troisième média en Guyane, pour que la population puisse avoir donc, plusieurs sons de cloche. Et peu importe le coût, je pense qu'il faudra qu'il y ait d'autres médias. Mais pour répondre à votre question, je pense que l'argent, c'est le nerf de la guerre. Et que sans cet argent, sans la main d'argent qui vient de l'État, je pense qu'il n'y aura quasiment pas de médias en Guyane. Quel est votre sentiment à quelques minutes de l'extinction des feux? Je parlais de fierté tout à l'heure, donc je suis très fier donc, du travail qui a été accompli par l'ensemble des journalistes, donc ceux qui sont partis, ceux qui sont encore là. Je trouve avec le peu de moyens qu'on avait, on a pu faire de belles choses, être partout, présenter des reportages qui, je pense, qui ont touché beaucoup de Guyanais. Et c'est surtout ça ma fierté. Donc c'est dommage que ça s'arrête si vite, parce que je pense qu'on avait encore beaucoup de choses à montrer. L'équipe était encore très motivée. C'est vraiment dommage de partir à ce moment-là. Dernière question, même punition.
quel est le souvenir que vous emporterez avec vous une fois qu'on aura fermé la porte de ce journal? Malheureusement, je n'en porterai pas un, ni deux, mais peut-être des milliers. Je passais des moments agréables ici, comme tous ont dit tout à l'heure, il y a des moments de difficulté, des moments de tension, des moments agréables, on rigole beaucoup, on travaille dans une ambiance assez agréable. Mais je garde beaucoup de souvenirs donc, de mon passage à la TV, en tout cas d'avoir travaillé avec, je vais citer, Stéphanie, Jonathan, Kessie, qui est maintenant sur la chaîne publique, Gaël, Pierre, vous-même, Ayo. Je pense avoir travaillé avec toutes ces personnes-là. Je ne vais pas oublier Joanne. Donc, on a formé une famille pendant des mois, donc on a fait bloc face à l'adversité. Et moi, je suis très fier de ça. C'est peut-être ce souvenir-là que je vais partir avec, de dire qu'on a été une famille, une équipe. Merci beaucoup, Caroline, pour ce témoignage. Je vous en prie. Je vous le disais à l'instant, Moredac, c'est nous, mais c'est aussi vous. Alors, si vous souhaitez nous aider à maintenir le pluralisme de l'information en Guyane, n'hésitez pas à nous rejoindre. Et pour vous donner une petite idée de notre fonctionnement, je vous propose de regarder ce papier signé Pierre Tréfou. Lancé le 22 juin dernier par les anciens journalistes de la rédaction d'ATV Guyane, Moredac jouit aujourd'hui de 683 abonnés. À moins d'un mois de sa création, la page compte déjà plus d'une quarantaine de publications et de quelques scoops, comme les révélations du docteur Linda Kemis sur les pressions exercées par la direction et qui a comptabilisé plus de 20 000 vues. Aujourd'hui, Moredac a son propre logo et sa propre rédaction et qui travaillera bénévolement pour vous jusqu'à la reprise de votre journal télévisé. Plateau. Ça y est, une page se tourne, mais avant que nos chemins se quittent, nous tenons à vous remercier. Vous avez été nombreux à nous manifester votre soutien à travers des messages, des appels, des tapes dans le dos. Vous avez été géniaux avec nous et certains ont choisi de le faire devant la caméra. La preuve grâce à Ayo Delegerma. Au revoir à tous les gars qui travaillent là-bas. Ça va être très triste. Même moi, j'ai la chair de poule quand je vous parle. C'est très triste. Bon, je vais dire au revoir. Bon, comme on dit, toute chose, il y a une fin. Bon, j'espère que ça va peut-être, les gens qui s'en occupent et les gens qui ont des sous vont peut-être donner des subventions ou des trucs quelconques pour ouvrir. C'est ce qui manque. Ceux qui ont d'argent ne donnent pas. Je souhaite que ça reste, je souhaite. Parce que j'aime bien TV, je vous ai dit ça. Et si vous partez, qu'est-ce que je peux dire? Au revoir et retournez nous vite, je sais pas moi. À très bientôt surtout. C'est pas de revoir, jamais de revoir parce qu'elles allaient revenir. C'est surtout à bientôt. Nous allons donc conclure ce journal sur un au revoir et pas un adieu. Ça a été un plaisir de vous informer de nouvelles locales et régionales durant ces derniers mois et au nom de la rédaction de Joanne, de Boris, d'Axel et de Carla. Nous, Cadizot, à tantôt. Nous l'a toujours.